Je me sens oppressé. Si tu me parles encore de charge mentale, je te mords. Je me base sur les arguments de Monsieur Antonin Bocara, dont Monsieur Lulema a publié l'interview récemment sur sa chaîne Punchboard. Je vous invite vivement à aller l'écouter. Les deux arguments principaux d'un jeu d'ambiance sont l'interaction autour de la table, que les joueurs soient à 2 ou 10, et la joie que le jeu procure. En cela, Horror Arkham coche toutes les cases. Bon, il provoque aussi de l'effroi et de la confusion, mais ça, c'est une autre histoire. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Aujourd'hui, on va surtout parler de Very Badlands. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par mon temps libre. Je ne reçois pas d'argent pour faire de la promotion, la boutique ne reçoit pas d'argent pour faire de la promotion. Je le fais simplement parce que c'est rare que je m'enthousiasme pour un jeu, et encore plus pour un jeu d'ambiance, car je déteste ça à la base. Il s'agirait de grandir. Dans cette petite boîte à moins de 10 €, nous trouvons un fourreau. Suffisamment de place pour ranger toutes ces cartes sous pochette, ce qui est vivement conseillé. Vu la faible épaisseur des cartes, je pense que ça ne survivra pas à plus d'une dizaine de parties. Le format n'est pas standard, c'est-à-dire que ce n'est pas un format Magic ou Pokémon. De mémoire, c'est du 65 mm par 100 mm. Le contenu en lui-même. Le dépliant avec le détail des pouvoirs des bestioles. Un seul dépliant par paquet. Le livret de règles. 6 aides de jeu, puisqu'on peut jouer à 6 avec une boîte, mais 10 si on mélange les deux boîtes. Puis les fameuses bestioles, qui sont différentes d'une boîte à l'autre. Et les cartes des astres, qui elles sont identiques, c'est simplement que certains effets vont être différents d'une boîte à l'autre. Par exemple, le volcan ici aura un effet et il n'en aura pas dans l'autre boîte. Je voudrais m'attarder quelques instants sur la qualité de la production, et c'est un peu cela qui m'a poussé à faire cette vidéo. On parle toujours du fun que l'on a à jouer tel ou tel jeu, ou mettre en avant le matériel pléthorique. Mais sur un petit jeu de cartes tout simple, il y a un vrai souci du travail bien fait. On sent que c'est un illustrateur de métier qui a fait les illustrations faussement naïves, parce que il y a un vrai choix dans les couleurs, et même dans les illustrations, parce qu'on reconnaît très bien les dinosaures, qui sont en fait à peine esquissés. Mais on voit bien de quoi il s'agit. Les traits singuliers, par exemple, de l'iguanodon, c'est 2 pouces. La verticalité du brachiosaure, là où le diplodocus est plutôt à l'horizontale. Des petites raretés, comme le Belzébuthon. Le Quetzalcoatlus, dont on parle pas très souvent. Le Tiktaalik, dont on parle pas souvent non plus, et pourtant il a joué avec Leonardo DiCaprio. Il n'y a pas besoin de marqueur pour les points de vie, tout est déjà indiqué sur la carte. Il faudra juste tourner en fonction du nombre de vies gagnées ou perdues. Vous avez également des petites icônes en bas à droite qui vous indiquent la difficulté à jouer les cartes. Les cartes avec un icône foncé seront plus simples que ceux avec un icône plus clair.
La boîte en elle-même est déjà une bonne idée. Le fourreau, qui permet de facilement attraper les cartes, là où je peine toujours à ouvrir ma boîte de Pixie. Les aides de jeu, ils n'ont pas été radins, il y en a suffisamment pour tous les joueurs. Le résumé d'une manche, le résumé des effets des astres. Le seul petit couac, je pourrais dire, c'est il n'y a finalement ici qu'un seul dépliant avec le détail des pouvoirs. Ça aurait forcément fait augmenter de quelques centimes, voire de quelques euros, le prix final du jeu, s'il avait fallu éditer quelques cartes de plus, mais c'est pas forcément évident de toujours se faire passer en cours de partie le dépliant pour savoir exactement qui fait quoi. Le livret de règles est simple et efficace. Je suis jamais très fan des livrets de règles sur dépliant, mais pour un petit jeu comme ça, beaucoup de couleurs. Là aussi, il y a un vrai travail de mise en page pour rendre ça le plus lisible possible. Un petit couac, c'est peut-être sur les exemples qui sont vraiment minuscules. C'est particulièrement vrai sur ce dépliant ici. 2 exemples, 1 par page. On a un petit peu du mal à s'y retrouver. Et micro-détails, mais vraiment je trouve ça terrible. Les fautes d'orthographe. Je survis. IE. C'est vraiment dommage, alors qu'il y a si peu de texte sur le dépliant. Le contenu de l'autre boîte, au moins pour les dinosaures. Peut-être un petit peu moins original que la boîte Brachiosaure, à part peut-être pour l'Edmontosaure, le Protocératops et le Saltasaurus. Ça, c'est définitivement le Dilophosaure de Jurassic Park. Ces restes n'ont aucunement prouvé que crête il y a eu et crachat venimeux était possible. Ça reste pure invention cinématographique. L'Edmontosaure, c'est un peu un sketch dans les bouquins de paléontologie. Il se retrouve toujours blessé, mourant, agonisant. C'est vraiment dommage d'avoir fait l'effort de noter tous les noms et de se contenter d'écrire mammifères préhistoriques. Je pense que c'est un copidodon. Comme quoi mes griefs sont minimes, j'ai vraiment pas beaucoup de mal à dire de ce jeu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je ne vous ferai pas l'affront d'une explication de règles, la chaîne Ludovox fait ça très bien en moins de 5 minutes. L'idée ici, c'est de vous donner un aperçu d'un tour de jeu classique. Voilà la situation à la fin du Jurassique, vous apprécierez le souci du détail. On a pioché une carte de la rivière, c'est la météorite. Elle n'a pas d'effet immédiat actuellement, mais elle en aura peut-être à la révélation des cartes des astres. Le Brachiosaure se porte bien avec ses 3 vies, l'Archéoptérix bat de l'aile et le Compsognathus, ma foi, lui est en pleine forme également. La révélation des cartes des astres se fait de manière simultanée, et c'est normalement le joueur qui a joué la plus petite valeur qui va perdre une vie. En l'occurrence, ça devait être le Compsognathus. Mais comme l'Archéoptérix a particulièrement mal joué ce tour-ci, avec le pouvoir de la glaciation, il met à l'abri le chiffre le plus faible, donc le Compsognathus, qui lui, au passage, avec le pouvoir de sa carte, pourrait gagner une vie supplémentaire, mais il est déjà à son max.
C'est donc l'Archéoptérix qui va perdre sa dernière vie, et par la même occasion la partie. Non sans utiliser son pouvoir, qui est de faire perdre une vie à la personne détenant la carte ouragan, donc le brachiosaure, qui tomberait de 3 vies à 2. Ce qui n'a plus vraiment d'utilité vu que l'Archéoptérix est définitivement mort et enterré, et les 2 autres joueurs remportent la partie. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Je vais me concentrer sur 3 axes, à savoir la production, l'accessibilité et le fun, sous l'acronyme de PAF. La qualité de la production, à savoir la direction artistique et l'ergonomie, je l'ai déjà largement évoqué dans le segment précédent. À mon sens, c'est quasiment un sans faute, mis à part pour les exemples dans le livret de règles, dont le sens de lecture me paraît quelque peu abscon, mais le problème vient peut-être de moi, même très certainement. Si je devais tenter de résumer cela en graduant la qualité de la production sur une échelle de 0 à 5, où 0 pourrait se résumer à on se moque de nous, à 5 c'est parfait, je lui mettrais facilement un 4,5. Par accessibilité, j'entends la facilité pour des nouveaux venus dans le monde du jeu, des joueurs jusque-là habitués à des classiques comme le Uno ou le Monopoly, à s'immerger dans les règles. Dans Very Badlands, on joue une carte à chaque tour, carte que l'on aura choisi d'échanger ou de conserver. Le dinosaure qui aura la carte la plus faible perdra une vie, et l'on continuera ainsi jusqu'à ce qu'un dinosaure ait finalement perdu tous ses points de vie. Le joueur n'est pas submergé par le nombre de choix à faire à chaque tour, toutes les informations nécessaires sont notées sur les cartes dinosaures et désastres, et l'iconographie est minime. Sur une échelle de complexité où 0 correspond aux règles des Mikado, et 5 à celle des règles du jeu BIOS Origins de Monsieur Phil Eklund, qui est l'un des jeux les plus complexes qui m'a été donné d'essayer, et que je n'ai pas conservé d'ailleurs, Very Badlands doit se situer à peu près au niveau 1. L'échelle du fun dépendant essentiellement du caractère de chacun, je propose de la diviser en 3 sous-catégories. Pour un joueur qui n'aura pas l'habitude du jeu de société moderne, où 0 correspondra à « je préfère encore jouer au domino » et 5 à « il faut absolument qu'on y rejoue la prochaine fois qu'on se voit », on atteint facilement 3 points. Pour un joueur qui déteste d'ordinaire les jeux d'ambiance, mais qui souffre d'une obsession pour les dinosaures, ce sera également 3 points. Il est vrai que c'est le thème qui m'a fait me pencher sur ce jeu, mais ce n'est pas lui qui m'a fait l'apprécier. J'ai revendu bon nombre de jeux de société sur le thème des animaux préhistoriques, notamment mes 3 volets de Megafauna, ou bien encore Dinosaur Island ou Dominant Species. Le vrai point fort de Very Badlands dans sa catégorie, c'est de n'avoir besoin ni de stratégie, ni de mémoire, ni même de crier autour de la table pour passer un bon moment. Enfin, pour Laurent, notre spécialiste en jeux de pli et jeux experts, ces gros jeux de gestion à l'allemande qui durent des heures, sur une échelle de 0 à 5, où 0 correspond à « je retrouve le développeur et je lui brise les genoux », à 5 « je veux l'épouser dans l'instant », le jeu atteint le score honorable de 2,5. Toute l'équipe avait eu l'occasion de tester un prototype quasiment terminé du jeu lors d'une journée pro, et je crois même avoir vu sourire Laurent à un moment. Le jeu plaira sûrement aux amateurs de jeux à rôle caché, car c'est ce qu'il est finalement à la base, même si chacun autour de la table peut consulter les pouvoirs des uns et des autres. À plus de 5, on a vite fait d'oublier qui fait quoi, et on en revient finalement à un jeu à rôle caché. Donc pour les amateurs de Love Letter, il est plus chaotique que ce dernier, et pour les amateurs de courtisans, bien plus simple, il n'y a pas de notion de placement de cartes, ni de mission à remplir. Il pourrait convenir également aux amateurs de jeux de cartes un peu taquins à la Once Upon a Draft. Il est plus immédiat, il n'y a pas besoin de collecter des ressources pour marquer des points. D'ailleurs, il n'y a pas de collecte de points du tout. En résumé, est-ce que ce jeu mérite d'exister et apporte quelque chose de différent dans le paysage ? Oui. Est-ce que vous allez abandonner pour autant toute votre ludothèque de jeux d'ambiance pour ne jouer qu'à celui-ci ? Non. Mais est-ce que vous allez vous y amuser et avoir envie d'y retourner ? Certainement. Il est à noter que le jeu est jouable jusqu'à 10 en mixant les 2 boîtes, mais je ne sais pas si je le recommanderais à cause de la simultanéité des actions. À très nombreux et garantis sans poil de loup-garou, je conseillerais 2 salons et une explosion. Oui, je préfère les titres en français. Et le jeu Antise, déjà sorti en France et qui devrait arriver par chez nous sous peu.
C'est assez concret comme menace, maintenant.